Nous revoilà à nouveau pour finir la semaine en beauté. C'est déjà la fin du mois, le moment de faire un bilan de ce qui a marché ou non et d'en tirer des leçons. Mais en attendant, nous vous proposons un détour dans l'une des villes historiques du Bénin, Abomey, histoire et découverte. Et puis le football, vous le savez, n'est plus exclusivement réservé aux hommes. Miss touche à tout, partage avec nous quelques techniques de jeu pour dribbler et marquer un but. Et oui, voilà du football pour tous. Bonjour et bienvenue. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur le rendez-vous de midi. Vous le savez, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un bonheur de partager ces moments avec vous. Alors, direction Abomey. Abomey. On va dans le sud du Bénin. Oui. Tu connais Abomey? Bien sûr, toi aussi Mylène. Une des villes les plus riches en patrimoine culturel. Et historique Et surtout. historique, oui. On suit avec Bruno Soali dans Découverte et Tourisme. Aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte de la commune d'Abomey. Abomey est située à 145 km de Cotonou. La ville est chef-lieu du département du Sou. Selon l'histoire orale, le roi Rouébadia est le fondateur du royaume d'Abomey. De 1625 à 1900, le royaume a vu à sa tête 12 rois. Le plus influent reste Béhanzin, dont la statue est érigée à la place Goko. Face aux colonisateurs blancs, il a mené plusieurs combats avant sa mort en exil en Algérie. Aujourd'hui, le royaume d'Abomey abrite un musée historique où sont regroupés et exposés une série de collections d'objets d'art laissés par les différents successeurs de Rouébadia. Le musée historique d'Abomey est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis décembre 1985. Il s'étend sur un site de 47 hectares. Abomey est limité au nord par la commune de Djidja, au sud par Benzoum, à l'ouest par Plahoué et à l'est par Boïkon. Le relief est constitué de vastes plateaux et la végétation est pour la plupart composée de savanes. Le dernier découpage territorial fait que la commune d'Abomey a 7 arrondissements et plus de 30 villages. Et selon le recensement démographique de la population de 2013, la ville d'Abomey compte 92 266 habitants. Herman, je sais que tu as fait un tour récemment à Abomey. On t'a vu habillé en dard. On n'a pas retrouvé les images, sinon ce serait très intéressant. Oui, tu vois, récemment, on a fait un tour du côté d'Abomey quand même pour aller se nourrir de l'histoire quand même de cette région. Dieu seul sait que cette région est chargée d'histoire. On y était, on a visité le palais privé, c'est ainsi cela a été appelé. Du prince, du en roi, ce temps il était prince. En ce temps il était prince, finalement devenu roi Béhanzin, donc son palais privé. On a pu écouter l'histoire ou les différentes histoires qui sous-tendent les bas-reliefs inscrits sur les murs du côté donc, du palais privé du roi Béhanzin. Les rois qui se sont succédés, chacun leur histoire, leur emblème, tout ce que cela représente, on a pu visiter cela, on a pu voir aussi le mausolée. Donc, enfin, on a vu de loin parce qu'il était dit qu'on ne pouvait pas y aller. Le mausolée donc, du roi Béhanzin, également le mausolée de la maman donc, du roi Béhanzin. On a pu apercevoir tout cela de loin. C'est important parce que, voilà, c'est une ville assez historique et à Abomey, pardon, les musées donc, du côté du palais royal d'Abomey sont inscrits sur le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Donc, c'est dire à quel point c'est
important de connaître l'histoire de cette région qui quand même a été et continue d'être une région historique de notre pays, une grande partie de l'histoire du Bénin. Voilà, aujourd'hui Bénin, auparavant Dahomey, et quand même le nom Dahomey vient d'Dahomey, c'est Dahomey donc, qui est l'ancien royaume voilà, du côté d'Abomey. Donc vous voyez que le Bénin en lui-même est intrinsèquement lié par le cordon ombilical, on va le dire ainsi, hein, au royaume de Dahomey. Donc voilà, c'est... Abomey, on connaît, on entend parler, on a tendance d'ailleurs à prendre par là, mais on ne prend pas la peine d'aller à la découverte en quelque sorte, connaître son histoire, ce qui a marqué Abomey, à part ce qu'on nous a appris sur les bancs, bien sûr. Oui, c'est dommage, et je crois qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours aujourd'hui pour non seulement essayer de remettre ou de reconstituer l'histoire d'Abomey, en tout cas une partie de l'histoire. On parle par exemple des Amazones dans un film avec Lupita Nyong'o, Angela, Viola Davis, pardon, et autres, va connaître, sera raconter très bientôt pour essayer de retracer l'histoire des Amazones. Au-delà de ça aussi, il y a des initiatives privées qui permettent de mettre en évidence tout le patrimoine que constitue Abomey, parce que Abomey, c'est un très riche patrimoine. Lorsque les gens viennent au Bénin, lorsque les gens viennent visiter notre pays, c'est le genre de musée qu'on veut découvrir, c'est le genre de région qu'on veut connaître, c'est le genre de choses qu'on veut savoir, parce que ça a quand même été, le royaume d'Abomey a quand même été l'un des royaumes les plus puissants en Afrique. Tout est parti du royaume d'Abomey. Bien sûr, ça c'est l'un des royaumes les plus puissants d'Afrique. Quand on vous parle par exemple de l'Empire du Mali, quand on vous parle de Soundiata Keïta, quand on vous parle de ces grandes épopées-là qui ont marqué l'Afrique, on ne peut pas ne pas parler du royaume d'Abomey parce que ça a été quand même un puissant royaume qui a également et efficacement lutté contre l'impérialisme. C'est important de le souligner. Le combat du roi Béhanzin, c'est quand même un combat anti-impérialiste. En témoigne d'ailleurs sa statue érigée du côté donc, de Goro. Voilà, et quand vous y allez, les gens vous le disent à cœur joie, arrêtez-vous les colons. Donc c'est le signe donc, de ce bras gauche tendu en signe de voilà, stop, qui est resté aujourd'hui dans les mémoires et qui a été sacralisé du côté de Goro. Merci à Bruno pour cette découverte. Oui, merci à Bruno, c'est vrai, aujourd'hui il n'est pas là, on lui fait un coucou. Donc. Art déco ce midi est purement vert. Oui, on parle d'entrepreneuriat vert. On y va. Recyclage de pneus, c'est un art éco-citoyen. Un art éco-citoyen, pourquoi? Parce que non seulement en protégeant l'environnement, bien sûr, on fait de l'entrepreneuriat, mais également de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'art. Et donc, c'est en cela que c'est de l'entrepreneuriat vert. On recycle des pneus parce que les pneus, on le sait, ce n'est pas forcément des matières qui sont adaptées pour la protection de l'environnement. Et donc, pour ne pas détruire ces pneus, quitte à détruire l'environnement, on les recycle, on en fait des objets d'art. Il y a un groupe de jeunes, deux jeunes gens qui se sont investis dans ce secteur depuis quelques temps déjà. Ils ont mis en place toute une structure pour permettre de recycler ces pneus. Ils les collectent, recyclent et en font des merveilles. Canapé, pot de fleurs, guéridon, quoi encore, dressing, tout y passe. En tout cas, c'est à l'inspiration de ces deux jeunes, dont l'un est aujourd'hui sur le plateau, Vivien Nimavo. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous de midi. Bonjour, monsieur Herman. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez découvert cet art, le recyclage des pneus? Racontez-nous votre histoire. D'où est partie l'idée? Ok. Bon, pour commencer, je vais vous dire que je suis un excellent grimpeur. Un grimpeur, c'est-à-dire J'aime grimper aux arbres. D'accord. Okay. Depuis mon enfance, j'aimais grimper aux arbres. Vous êtes un maraudeur, hein, un des thèmes plus esquis. Si on peut le dire. Même jusqu'à l'heure actuelle, j'aime grimper aux arbres. Et je pense qu'à l'âge de 90 ans, si mes membres me le permettent, je continuerai à grimper aux arbres. Il s'est fait un moment, et il y a de cela 5 ans, j'étais retenu au village et j'ai constaté que ces arbres que j'aimais tant grimper, la plupart d'eux ont été coupés. J'ai mené un peu mes enquêtes, j'ai constaté que ça descend, ça finit dans les scieries
pour finir, en fin de compte, on les utilise pour faire des meubles, beaucoup d'autres choses. Donc je me suis dit qu'il fallait trouver une solution pour réduire la consommation de bois, puisqu'aujourd'hui nos forêts disparaissent à vue d'œil. Hein? Et si nous ne faisons pas quelque chose aujourd'hui, demain, nous qui avons ce plaisir, nous ne pourrons pas voir nos petits-enfants, hein, avoir et vivre aussi ce que nous avons vécu. Donc c'est un peu ça. C'est de là que nous nous sommes lancés. On a fait des recherches et nous sommes tombés sur les pneus. Nous nous sommes appropriés les techniques de transformation. Et aujourd'hui, nous faisons tout ce que vous voyez là. Et justement, comment est-ce que l'aventure après-corps, où est-ce que vous allez recueillir les pneus? Vous les achetez? Comment est-ce que cela se passe? Les pneus sont dans les rues. Et les Vous pneus allez existent. simplement chercher. Donc, c'est dans les rues. Et au début, nous allons les ramasser. Comme au début, l'activité n'était pas encore connue, donc on partait les ramasser nous-mêmes. Mais il fut un moment, on a lancé une campagne d'achat des pneus. Donc, et la population eux-mêmes s'organise et nous amène seulement des pneus. On ne se déplace plus, mais on a des pneus qui viennent et on les achète. Et depuis lors, vous collectionnez les pneus et vous en faites des objets d'art. Où est-ce que vous l'avez appris? C'est sur le tas ou vous êtes allé faire une formation? Bon, on s'est auto-formé, si je dois le dire ainsi. On s'est auto-formé à la chose. Déjà, nous avons des connaissances de base en mécanique et en électricité, en beaucoup d'autres domaines, ce qui nous a permis très facilement de développer cette technique de transformation des pneus. Et aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à satisfaire la demande vis-à-vis de la clientèle? Déjà, est-ce que les gens s'intéressent à ces produits et est-ce que vous arrivez à satisfaire à la demande? Les gens s'intéressent énormément à nos produits. Les gens s'intéressent énormément à nos produits. Et pour commencer, déjà, nos autorités locales se sont intéressées quand on a voulu mettre en place ce centre de recyclage des pneus. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés à nous installer. Et aujourd'hui, notre site est comme un lieu touristique. Des jeunes viennent pour des jeunes en quête d'emploi, des jeunes en quête comme un incubateur, on va dire. Voilà, des jeunes en quête de formation viennent et visiter le site. Donc on peut dire que ça intéresse beaucoup, non seulement les jeunes, il y a la population qui nous amène des pneus pour les revendre. Et bon, il y a aussi ceux qui sont à la recherche des produits résistants, durables, qui viennent et prennent nos produits. Non seulement ils veulent se faire du bien, mais aussi ils veulent contribuer à l'assainissement, à la protection de l'environnement. Mais qu'est-ce que cela a de passionnant, le recyclage des pneus? C'est très passionnant. Vous savez, aujourd'hui, on a la possibilité de faire redécouvrir notre histoire. On parle des pneus. C'est un art, donc on peut faire redécouvrir notre histoire aujourd'hui. Quelle histoire? L'histoire du Bénin? La culture? La culture, genre la réalisation des objets de l'ancien temps à base des pneus. Cela va permettre de faire redécouvrir notre histoire. Ouais. Et qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Parce qu'on sait aujourd'hui que de plus en plus de personnes s'intéressent à ce secteur de recyclage des pneus. Et donc, on risque de verser dans du déjà-vu. Qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Déjà, nous adaptons nos produits à la réalité de notre pays. Et nous faisons un peu de tout. Nous faisons les armoires, les fauteuils, et nous faisons des pots de fleurs qui ressemblent exactement à des pots de fleurs qui sont faits au Bénin, mais à base de l'argile. Un peu comme on a sur le rendez-vous de midi, donc on aurait bientôt... Ça, ce n'est pas à base d'argile. On aura bientôt peut-être des pots de fleurs en pneus, sait-on jamais. Oui, c'est ça. Non, dans le décor du rendez-vous de midi. Oui, si vous le voulez, hein, c'est possible, oui. Alors, aujourd'hui... le recyclage des pneus, est-ce que finalement les pneus ne sont pas finis, les petits pneus que vous ramassez dans les rues? Est-ce que ce n'est pas fini parce que depuis que vous avez commencé cette aventure, Dieu sait que vous en avez déjà épuisé un stock assez considérable? Les gens continuent de conduire des voitures et donc c'est pas sûr que les pneus usés vont finir. Je vais plutôt dire que depuis qu'on a commencé, nous avons déjà consommé vraiment énormément de pneus. 1000, 2000, 3000
on peut estimer à 5 000. 5 000. Oui. 5 000 pneus déjà recyclés. Donc 5 000 pneus sauvés de la nature. Et déjà, là où on est, tout le monde n'est pas encore au courant de la chose. L'information n'est pas... Il y a beaucoup de personnes encore au Bénin qui ne sont pas au courant de ce que nous faisons, de nos réalisations. Imaginez un instant que si tout le monde venait à prendre conscience de nos réalisations et à les adopter. Donc les pneus sont devenus un pneu et des trucs rares dans les rues. Non seulement ça serait rare, mais on aura du mal, vous aurez plutôt du mal à avoir un pneu dans les rues, le laisser et passer à côté. Vous serez tenté de le ramasser. En clair, vous êtes en train de labelliser le pneu. Oui. et eux aussi, c'est que les gens auront du mal à prendre un pneu pour brûler quelqu'un, par exemple, pour faire ce truc-là. C'est ça. Merci beaucoup. Vous faites dans la protection de l'environnement et ce faisant, vous faites dans de l'art, mais de l'art tout en protégeant l'environnement. Oui. Aujourd'hui, la protection de l'environnement, c'est un défi. Et quand on sait que des gens s'investissent dans le recyclage des pneus... Il faut les encourager. Il faut bien sûr les encourager parce qu'ils font surtout d'une pierre plusieurs coups. Ils font de l'art. Et en même temps, ils font de la protection de l'environnement. C'est important. C'est important. Merci à toi. Merci beaucoup, Mylène. Et merci à Vivien Imanvo, entrepreneur vert. Bon courage. Merci. Alors, monsieur Imanvo, vous aimez le foot? Oh, j'étais un excellent buteur. Bon, vu que vous êtes déjà un excellent grimpeur, c'est sûr que vous... J'étais un excellent buteur. De quelle équipe? De mon quartier. Oui, d'équipe de votre quartier. Vous avez une petite renommée. Ouais. Toi, tu adores mais quand même, je préfère plus le basket. Ah oui, d'accord. Tu adores le football, je suis à fond, particulièrement je le suis à fond football. Tu y vas d'ailleurs chaque mercredi, je vous informe. Alors, vous le savez, le football, ce n'est pas uniquement réservé aux hommes, mais les femmes également s'essayent, tu le sais. Absolument. Rebecca l'a essayé pour nous, elle a testé pour nous le football. Suivons ensemble. Alors, aujourd'hui, je suis sur le terrain de foot pour apprendre quelques techniques de foot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Alors, mesdames, ça vous dit d'apprendre quelques techniques de foot? Ça vous dit? On y va, ce serait avec le coach Ouzérou. Alors, coach Ouzérou, bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Très très bien. Alors, aujourd'hui, je suis là pour apprendre quelques techniques de foot. Effectivement, aujourd'hui, nous allons apprendre quelques techniques, les techniques de base, on va dire, que sont la passe, le dribble et la frappe. Parce qu'il faut quand même frapper pour marquer des buts. Donc aujourd'hui, nous aurons à faire tout ceci en une seule séance d'entraînement. Alors, pour le faire, est-ce qu'il faut une posture idéale? Évidemment, pour faire la passe, il y a des postures. Parce que si vous voulez avoir une passe courte et à ras le sol, il faut avoir une posture. Si vous avez envie de faire une passe longue, il faut une autre posture. Donc, on verra tout ceci lors de cet entraînement. Ben, c'est pas trop mon domaine le foot, hein. Donc les techniques, je suppose que tout à l'heure à la pratique, on saura un peu plus. Effectivement, c'est pas difficile, vous verrez que ça va se passer très très bien. On y va? Ça y est? On commence par quoi? On va commencer par l'échauffement d'abord, parce qu'avant tout entraînement, il faut un échauffement. Donc le coach va demander à sa joueuse de faire 2 tours de terrain. C'est pas énorme, mais il va falloir passer par ça. Après l'échauffement, nous aurons les étirements qui sont bien nécessaires, en tout cas pour les muscles, réveiller les muscles avant la séance d'entraînement. Ok, je commence par où? Je commence juste par m'échauffer. Ouais, le tour de terrain. Oui, c'est très bien. On va passer à la deuxième phase. D'abord les cuisses. Alors, on tire 10 secondes. Et on relâche. La deuxième jambe. 10 secondes encore. On relâche. Là, on les a relaxés. Il faut les tonifier maintenant. Pour les tonifier, on va monter les genoux très rapidement, 3-4 fois, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, c'est bon. Voilà, super. Super. On va aller au mollet maintenant, au niveau des mollets.
Seconde jambe, on change. Ok, on les a relaxés, il faut les tonifier. Pour tonifier, on va mener les talons aux fesses. Allez, on y va, rapidement. Ok, super. Au foot, on ne sollicite pas que les jambes. Il y a les bras. Donc alors, on y va là. On n'oublie pas, toujours relaxation et on tonifie. Comme ça. Ok, super. Maintenant, on va rentrer dans la séance proprement dite, c'est-à-dire les exercices de passe. Parce qu'en football, c'est la base. On demande de ne pas courir avec le ballon, mais de jouer en passe parce que quoi qu'il arrive, on ne joue pas seul. Vous avez 10 autres partenaires, ça fait 11. Donc, le plus important, la passe. Des passes précises, ne pas les rater. On y va? Oui. Ok, on y va. D'accord. Voilà. Elle est bonne celle-là. Voilà. Ok, alors maintenant on a fini avec les passes. On va passer au dribble. Le dribble il est nécessaire parce qu'il faut passer un adversaire. Quand il n'y a pas de solution pour donner le ballon à un partenaire, le dribble s'impose. Donc c'est aussi important d'apprendre les dribbles en football. Allez, à toi. C'est bon? Il faut que tu me passes. Voilà, vas-y. Super. Là, tu as réussi ce qu'on appelle un petit pont. Ça veut dire un petit pont, c'est quand tu fais passer le ballon entre les jambes de ton adversaire. Ça s'appelle un petit pont. Maintenant, nous allons passer à la partie essentielle en football. Marquer des buts. Parce qu'on joue au foot pour ça. C'est en marquant des buts qu'on gagne un match. Donc, nous allons marquer les buts sans gardien, certes, mais j'espère que ça va le faire. Ok? J'espère aussi. Ok. Donc, t'as vu, comme j'ai dit, tu me fais juste la passe. Je te laisse le ballon. Et je reviens. Tu viens, tu frappes au but. C'est bon? Ouais. Tu viens quand tu me donnes la passe, tu couches, moi je fais ça. Voilà, super. Et quand nous sommes presque à la fin, et je m'en voudrais de ne pas t'apprendre à marquer les buts de la tête. Parce que ça c'est ma spécialité. Quand j'étais joueur, j'étais attaquant, et je marquais beaucoup de la tête. D'accord. Donc on va y aller. Ok. Un centre en retrait, tête, 1-0, 90e minute, tu fais gagner le Bénin. Oh là. Ah, on y va? On y va. Coach? Super. Je pense que si tu étais dans l'âge, je t'aurais sélectionné dans la catégorie des U20 dames du Bénin. Donc je pense que ça reste à voir. Il y a peut-être possibilité parce que le talent est là. Qui sait? Qui sait vraiment? Eh bien voilà, à cœur vaillant, rien d'impossible, dit-on. Il fallait l'essayer pour voir si on a la capacité de le faire. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Coach? Bravo. Et c'était Rebecca Kendian-Ondé sur un terrain, jouant au football. J'aurais aimé, moi, la voir en maillot. Ah ouais, pourquoi pas. De toute façon, on a revu
Rebecca dans un tout autre registre aujourd'hui. Il a essayé de foot, peut-être que ça va lui donner des idées. Sait-on jamais, sait-on jamais. Monsieur Imova? Oui. Bon, j'ai aimé ça. Le foot n'est pas juste une question de garçons. C'est aussi pour une question, c'est aussi pour les femmes, pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Et surtout, il a testé avec le sélectionneur de l'équipe féminine junior dame. Donc, c'était la meilleure personne avec qui elle pouvait faire l'exercice. Donc, Zéro Abdoulaye, ancien footballeur, ancien international des Écureuils du Bénin. Il a joué un peu partout. Donc, aujourd'hui, il est en pleine reconversion. Sa carrière d'entraîneur est en cours. Donc, c'est le sélectionneur de l'équipe. Là, on est en plein autre sport. Oui, le sélectionneur de l'équipe junior dame. Donc, Rebecca qui va voir le sélectionneur de l'équipe junior dame pour tester le football, pour apprendre le foot. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Marcel, je la voyais en coulisses tout à l'heure, elle prenait des notes. Elle va oui. certainement te rejoindre le mercredi prochain. Tu vas tester ses compétences, ce qu'elle a appris. Bien volontiers. Merci à Rebecca Kendiaronde. Alors, mesdames, ces classiques de la garde-robe sont de retour. La combinaison, la tendance du moment, on en parle avec Marcel Betoro. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. Mais pourquoi quand vous me saluez toujours, vous commencez par sourire? C'est intéressant, il faut sourire, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour le bien-être. C'est pas parce qu'on veut parler de la mode par hasard? Ah oui, la mode, c'est bien intéressant. D'ailleurs, tu gères les deux rubriques que j'affectionne particulièrement, mode et bien-être. Les deux vont ensemble. Vous êtes mon mannequin. Alors, on parle des combinaisons ce midi. On parle effectivement des combinaisons en culotte, en pantalon. En tout cas, les combinaisons sont très prisées des dames, surtout pour se rendre à diverses occasions. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi ce sujet. Surtout que les combinaisons aujourd'hui font tendance. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut combiner justement la combinaison et porter cette combinaison-là. Bonjour à vous, Madame Naya Lawson. Bonjour, Madame Marchel. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Toujours la dame africaine, avec les perles et tout ça. Merci. C'est aussi une combinaison. Non, j'aurais bien voulu en mettre une, mais malheureusement. Ok, d'accord. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes habilleur conseil. Ouais, on va parler de la combinaison. Déjà, dites-nous, quand on fait un peu retour à l'origine de la combinaison, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est un peu rigolo. Pour remonter à l'histoire de la combinaison, c'était une tenue réservée exclusivement aux ouvriers. Et nous en voulons pour preuve aujourd'hui les garagistes qui sont tout le temps en combinaison, des ouvriers sur un terrain combinaison. Bien sûr. Voilà d'où est partie cette tenue. Et plus tard, les chasseurs. Les chasseurs se sont appropriés pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. On dit que ça offre plus une sécurité. Oui, c'est bien cela. Et ça fait du 2 en 1. D'accord. Mais à quel moment la combinaison est devenue cette tenue tant prisée des dames? Ok, déjà à partir du XVIIIe siècle, cette tenue a fait un regain, mais elle est beaucoup plus en vogue. En ce 21e siècle, elle bat son plein. C'est la tenue prisée par les dames, telle que vous venez de le dire. Donc, c'est la mode, elle est en vogue. D'accord. Alors, comment on porte la combinaison? Parce que, Mylène, moi, ce qui me dérange un peu, comme son nom l'indique, ça combine tout. Hein? Et confine, surtout. C'est Mylène qui dit ça. Et quand vous êtes en combinaison, vous avez l'impression d'être en griffe en prison. Oui. Alors, dites-nous comment on peut porter la combinaison et où aller avec la combinaison. Alors, la combinaison, c'est un vêtement 2 en 1. Comme je viens de le dire, elle est très pratique lorsqu'on veut être décontracté, relax. Mais c'est une tenue qui se porte comme toute autre tenue, à l'exception que c'est par le bas. Okay. Il faut forcément commencer par les pieds, contrairement à un haut qu'on peut mettre par le haut. Alors, c'est déjà ça, c'est un style de combinaison, mais en pagne tissé. On va parler tout à l'heure de cette tendance-là aussi qui aujourd'hui fait vogue. Alors, la combinaison se porte plutôt à toutes les occasions. On peut la porter pour une soirée, on peut la porter pour aller au boulot, on peut la porter pour un mariage, pour un baptême, pour aller à la plage.
Ça dépend de comment est-ce que vous l'accessorisez. D'accord. Donc, tout dépend du choix de votre combinaison. Mais quel genre de combinaison il faut porter? Parce que c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça combine tout. Et Mylène l'a dit, ça confine tout. Quand vous portez une combinaison et que vous devez, par exemple, vous rendre à une soirée, si en temps, ils n'ont pas prévu peut-être un coin toilette, comment est-ce que pour les dames, là, c'est chaud. Quelle combinaison choisir? Malheureusement, dans ce cas-là, vous avez choisi de vous mettre en combinaison. Et c'est pour avoir pensé, c'est d'avance, vous savez d'avance qu'il n'y aura forcément pas d'issue pour vous, comme si c'était un simple pantalon, une simple jupe. Alors, comment choisir la combinaison? Je crois qu'il n'y a pas de formule pour ça, à moins de tenir compte de votre morphologie. Sinon, lorsque vous portez une combinaison, quelle que soit l'occasion, sachez qu'il ne vous sera pas facile de vous mettre à l'aise, parce que c'est le véritable problème que cela pose, se mettre à l'aise. Justement, est-ce que c'est adapté à tout type de forme? Vous êtes une femme ronde, Mylène plus svelte que vous, moi encore moins. Alors, est-ce que on peut dire que vous pouvez aussi vous mettre en combinaison? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Oui. Toutes les femmes sont jolies dans les combinaisons, à condition de savoir les choisir. Alors, lorsque vous êtes de petites silhouettes, la combi qui vous va le mieux, c'est la combi short. Et pour le haut de votre combinaison, dans ce cas, il faut qu'elle soit de bretelles fines avec un décolleté en V. Comme ça? Non. Non. Ça, c'est pour quel type de morphologie? Ça, c'est mince, mais ça, c'est une combinaison salopette. D'accord. Donc, ce n'est pas une combinaison ordinaire comme les autres. Okay. Lorsque vous êtes de grandes silhouettes, alors là, vous n'êtes pas limité. Vous n'êtes pas limité, mais la combinaison qui vous va le mieux, c'est une combinaison pantalon. Combinaison pantalon, dans ce cas, il vous faut choisir pour casser l'aspect longiligne de votre combinaison. Il vous faut choisir une combinaison en 2 tons. Le haut dans une autre forme, dans un autre ton, et le bas dans une autre forme. D'accord. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de cette nouvelle tendance qui nous amène à porter des combinaisons, mais cette fois-ci confectionnée avec des tissus imprimés, une manière de dire que nous avons apporté une touche locale. Est-ce que c'est de la même manière qu'on peut les porter également, ou bien comment est-ce qu'il faut assortir justement cette combinaison en pain tissé? Vous allez légèrement ajuster votre masque. Ok, merci beaucoup. D'accord. Oui. Alors, pour ce qui est des combinaisons à wax, ça c'est l'Afrique. Ça c'est l'Afrique. Nous l'avons juste contextualisé. Nous avons juste voulu innover. Et ça a donné, ça a pris. Pour l'accessoriser, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de savoir choisir la chaussure en fonction du tissu wax choisi. Il suffit juste de savoir choisir également votre ceinture, parce que la combinaison peut se porter également avec une ceinture. Ça dépend du modèle. Donc, les combinaisons en wax... Comme ça, par exemple? Oui, voilà. Qui est très bien assortie d'ailleurs. Aussi bien... Mais c'est vrai que c'est beau. Hein? C'est bien. Ah oui, je l'ai déjà essayé. C'est vraiment beau. Ça fait chic. Et on aime. Voilà. Oui, donc je disais donc que lorsque c'est du wax, alors il vous est loisible de l'accessoriser comme vous voulez, selon votre goût. De toutes les façons, il y a tellement à dire sur les combinaisons que je saurais quand même vous garder durant toute l'émission pour ne parler que des combinaisons. Mais déjà, je retiens que c'est une tenue très prisée qu'on peut porter pour toute occasion. D'accord. Merci beaucoup. Il y a quelque chose à ajouter, Dame Maud? Oui, j'avais voulu juste compléter. Pour les morphologies, nous nous sommes limités à seulement à 2 morphologies. Ah oui. Oui. Parce que nous avons parlé des petites silhouettes et grandes silhouettes. Mais lorsque vous êtes mince, alors là, vous avez le terrain libre. Vous choisissez tout ce que vous voulez. Sérieusement. Mais si en plus d'être mince, vous êtes grande, alors là, c'est la combinaison short qu'il vous faut, avec de petites manches. Alors, pour la catégorie des femmes, les femmes rondes, et c'est ça le problème, parce qu'elles sont souvent complexées, c'est elles qui n'aiment pas oser les combinaisons à cause des rondeurs. Alors, le type de combi qu'il leur faut, c'est la combi short, contrairement à ce que beaucoup peuvent se
peuvent y penser, c'est la combi short. Et si elles veulent avoir un look vraiment parfait, il faut choisir de petites manches pour mettre en valeur les bras. Et voilà, si elles sont fines en haut, il faut choisir une combinaison avec élastique. Quand on a quelque chose de beau, on a l'impression que vous montrer. avez bien porté la combine. En tout cas, on a pris bonne note. Merci beaucoup, Les téléspectateurs également ont pris bonne note. Désormais, tout le monde se met en combine pour nos sorties. Plus de sorties sans combine. C'est ça, Madame Marcel. Merci, Marcel. Ouais, c'est pas grave. C'est Marcel qui vient qu'on installe. c'est ça, il prendra ta place bientôt. Alors, on vous l'avait promis, on a pour vous d'autres solutions, d'autres techniques pour conserver vos tomates à la maison. C'est dans Eureka. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, comment est-ce que vous vous portez? Très bien, comme un charme. C'est vendredi et pas n'importe quel vendredi, donc... Et comme d'habitude, je l'ai déjà remarqué avant de venir. On parle des tomates, de la conservation des tomates. On a eu une technique le vendredi. Aujourd'hui, tu nous parles d'une autre technique, puisqu'il y en a trois, bien sûr. Bien sûr, il y en a principalement 3 techniques que nous avons pu découvrir avec les chercheurs de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Je crois on va suivre rapidement un petit extrait du magazine que nous avons fait à cette occasion. Quelle solution proposez-vous pour conserver le plus longtemps possible la tomate et quel est l'apport de la recherche par rapport au développement de cette filière? Il y a 3 types de solutions applicables dans le contexte béninois. Il y en a beaucoup, mais il y a 3 types principalement. Il y a la tomate, la purée de tomate. C'est une technologie de la grand-mère, mais sur laquelle la recherche a travaillé pour améliorer cette technologie de grand-mère. Il y a la technologie de conservation de tomates dans les solutions de saumure. C'est une solution isotonique un peu salée. On peut conserver la tomate fruit sous cette forme, qui peut durer aussi plus d'1 an. Ah bon. Bien sûr. La tomate fruit. La tomate fruit. Non écrasée. Non écrasée. On peut conserver ça dans cette solution pendant plus d'1 an. Et il y a la 3e technologie, la technique de séchage. On peut couper les tomates en lambeaux, en lamelles, qu'on peut sécher. Et une fois séchées, ces tomates, on peut les conserver pendant plus d'1 an. Donc, c'est les 3 technologies accessibles, adaptables à nos conditions ici, qu'on peut transférer aux utilisateurs. Et si ces utilisateurs maîtrisent ces 3 technologies, je crois qu'il peut diminuer considérablement les pertes post-récolte. Il suffit seulement de dimensionner, d'avoir une bonne gestion de sa production, une quantité peut-être pour la consommation sous forme fraîche, déjà juste après la récolte, et le reste, choisir des options, soit tomates en purée, soit tomates séchées, soit tomates dans des solutions de saumure. Donc voilà les 3 méthodes, les 3 technologies. Pour la méthode qui concerne la solution de saumure, voilà. Est-ce que c'est possible de le faire en grande quantité dans une solution de saumure? C'est une question, merci monsieur le journaliste, c'est une question pertinente et c'est une question d'organisation. À supposer que c'est un groupement de 20 personnes et ils ont un camion de tomates, peut-être 100 paniers de tomates comme ça. Il suffit donc de s'organiser. En une journée, ces membres du groupement peuvent mettre tout ça, ils peuvent produire la tomate en saumure pendant, c'est-à-dire, ils peuvent produire plus de 1000 bocaux de tomates en solution de saumure. Je crois que juste derrière nous, là, il y a une étape importante de l'une des technologies, peut-être la purée. Oui. On peut aller voir un peu ce qui se passe. D'accord. Merci. Alors là, c'est ce qui a été écrasé là-bas tout à l'heure. Oui, c'est ce qui a été écrasé tout à l'heure. Donc ici, vous avez Madame Carole Pagbin qui est en train de concentrer la tomate. Donc c'est l'opération de concentration de la tomate. Donc après la mouture, il faut cuire le mont de la tomate jusqu'à une concentration donnée avant de l'enlever du feu. Et une fois enlevé du feu, on laisse ça refroidir un peu. On met ça dans les bouteilles stérilisées
hein, au préalable. Et on ferme et après le tout, l'ensemble, la purée dans la bouteille est pasteurisée. Et comme ça, on a déjà la purée de tomates hein, directement mise sur le marché. Tous les micro-organismes pathogènes sont détruits complètement. Est-ce que vous voyez? Et après tout, ça peut rester des mois et des mois. Oui, des mois et des mois, voilà. Très bien. On va visiter les autres technologies. Voilà. Oui, c'est ça. Il faudrait que cette technologie soit mise à l'échelle, soit connue de tous les acteurs, surtout les transformatrices, les femmes qui sont nombreuses dans cette filière. Et ce faisant, une fois que ces techniques sont maîtrisées par ces femmes, elles pourront avoir moins de pertes, mieux valoriser leurs produits et avoir beaucoup de revenus. Et cela va contribuer énormément à leur autonomisation. Très bien. Moins de pertes et beaucoup de revenus. En matière de technologie, de conservation de la tomate, nous en avons assez désormais. Mais alors que les tomates ne pourrissent plus jamais. C'est bien beau, c'est bien, c'est intéressant. Mais quelles sont les réelles contraintes de la filière tomate au Bénin? Contraintes liées à cette filière, fondamentalement, il existe de deux types. Il y a le pourrissement, il y a la mévente également. Le pourrissement, vous savez que la tomate est suffisamment gorgée d'eau et donc ça n'attend pas longtemps. Ouais. Et il nous faut des technologies, des techniques comme celles qu'on vient de voir, là, comme celles qu'on a eu à découvrir avec ces chercheurs-là pour arriver à conserver la tomate pendant longtemps. En parlant de techniques, oui. On a eu plusieurs techniques. Comment est-ce qu'on procède concrètement? On a parlé de la purée de tomate, ouais. On a parlé de la tomate conservée dans la solution de saumure, on a parlé également de la tomate qu'on peut sécher et qu'on peut plus tard également réduire en poudre. Parlant de purée de tomate, vous l'avez vu, il faut d'abord démarrer par le triage, il faut trier les tomates avariées, il faut les jeter en coupe légèrement. Je crois que les images vont suivre après. On coupe. On essaie d'enlever la petite tête. Qu'on enlève généralement très souvent, même à la maison. Même à la maison, voilà. Et il y a, là-bas, nous avons pu quand même découvrir une machine. Le moulin qui a servi à la mouture de la tomate, c'était un peu plus particulier parce que en sortant la purée, il y a le déchet qui sort de l'autre côté. Donc la peau de la tomate et les pépins également sortent d'un autre côté, vous voyez, et ça sort et uniquement la purée. Cette purée ira maintenant au feu pour sortir le maximum, d'accord, pour sortir suffisamment d'eau, parce que c'est l'eau en fait qui fait que la tomate pourrit vite. Donc on sort suffisamment l'eau et jusqu'à une quantité donnée, et après on essaie de les conserver dans des bocaux, stérilisés d'abord, et après on ferme et on pasteurise. Il y a des pasteurisateurs modernes, mais de façon artisanale, ça marche aussi bien. Oui, ça marche aussi bien. On le fait de manière artisanale, voilà, de manière artisanale. Donc ça veut dire que les dames peuvent se servir déjà des boîtes de mayonnaise en verre, bien sûr. Pour les stériliser, il suffira juste d'utiliser le marmite chauffé à plus de 100 degrés. Les bouteilles qu'il faut nettoyer après, et quand on met la purée dedans, on ferme et on pasteurise. La pasteurisation, vous allez me demander comment est-ce que ça se passe. Quand on ferme bien, on s'assure que c'est bien fermé et on les met à nouveau dans la marmite. Dans l'eau bouillante. Non, cette fois-ci l'eau ne va pas bouillir, ça va juste tiédir. Oui, voilà, et on descend. Et après, c'est bon. Pour être conservé. Pour être conservé. Et après, nous avons aussi deux autres technologies. Donc, la solution de saumure. Solution de saumure, c'est juste de l'eau bien propre, de l'eau potable, d'accord, qu'il faut chauffer à plus de 100 degrés aussi. Et si on doit ajouter quelque chose, ce sera juste une pincée de sel. Juste une pincée de sel qu'on y ajoute. Et on laisse refroidir complètement avant d'insérer les tomates. Les tomates. Et après, on pasteurise encore à la fin. Mais avant de mettre les tomates,
dans la solution, il faut forcément veiller à ce que l'eau soit vraiment refroidie. Sinon, ça va ramollir encore les tomates et le résultat ne sera pas agréable. Et après, on peut parler de la tomate séchée. On les coupe en lamelles et puis on les sèche. Ce qu'on a vu là. On les coupe en lamelles, on les sèche au soleil. Et ça peut être réduit aussi en poudre, comme nous avons aujourd'hui du piment en poudre et autres condiments en poudre. Ça, je pense que tu vas nous faire découvrir ça. Hein? On veut bien. C'est pas compliqué, c'est juste à partir de la tomate qui est séchée. Le processus plutôt. Pour avoir de la tomate en poudre. Le vendredi prochain, déjà. On prend rendez-vous. Hein? On verra. Sinon, le vendredi prochain, je vous emmène dans un autre univers. Bon. Merci déjà à toi. La tomate, on va y revenir prochainement, mais bon, on va définir la date. Alors, la terre ne ment jamais. On connaît tous cette assertion par cœur qui met en évidence les potentialités du secteur agricole. Mais malheureusement, pas encore très intégrée par certains jeunes, l'Université nationale d'agriculture leur ouvre ses portes et dévoile tout le bien qu'il y a à s'intéresser à ce domaine. Pour en parler, nous avons pour vous deux invités. Monsieur Florent Aukry, bonjour. Bonjour Madame Mylène. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Vous êtes enseignant à l'Université nationale d'agriculture. Oui. Et nous sommes aussi en compagnie de Monsieur Simon Aransou-Montchan. Oui. Vous êtes aussi enseignant à l'Université d'agriculture du Bénin. Oui. Comment allez-vous? Bien. D'accord. Alors Monsieur Florent Aukry, pourquoi une université d'agriculture au Bénin? Merci Madame Mylène. Je voudrais commencer déjà par dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez de faire la lumière un peu sur les formations agronomiques universitaires. Et comme vous le savez déjà, l'économie du Bénin est essentiellement agricole. L'agriculture contribue à plus de 35% du produit national brut et 80% de la population agricole est dans l'agriculture. La deuxième remarque importante que je voudrais faire pour justifier de la nécessité d'une université nationale d'agriculture, aucune nation souveraine ne peut être durable si elle ne peut nourrir sa population. Tout le monde mange. Oui, bien sûr. Toutes les économies du monde sont parties de l'agriculture. Il fallait bien donner à notre agriculture la valeur qu'elle devrait avoir. Et le Bénin n'est pas le premier en créant une université nationale d'agriculture. Les pays anglophones nous ont devancés, même si le Bénin est le premier en Afrique de l'Ouest francophone. Et donc c'est tout donner, tout faire pour donner à l'agriculture sa valeur, pour qu'elle contribue mieux à l'économie nationale, qu'elle nourrit sa population pour renforcer et la souveraineté alimentaire et la souveraineté sociale et la sécurité sociale. Quand le peuple n'est pas nourri, il n'y a pas de stabilité. On ne peut pas travailler quand on n'est pas bien nourri surtout. Voilà. Merci. On ne peut pas développer le pays. Donc d'où l'idée de créer une université. L'Université nationale d'agriculture est l'une des 4 universités du Bénin. Il y a 2 universités thématiques. L'UNA est une des 2 universités thématiques exclusivement dédiées à l'agriculture. Alors, Monsieur Aransou-Montchan, quelles sont les formations que vous offrez? Ok, merci beaucoup. L'Université nationale d'agriculture est située sur 2 départements. C'est-à-dire que les écoles sont réparties sur 2 départements. Il y a le département de Lomé et le département de Plateau. L'université comporte 10 écoles, dont 9 forment pour le niveau licence et master et une dernière qui forme pour le niveau doctorat. De façon géographique, nous avons des campus à Kétou, à Sakété, à Djomou et à Porto-Novo. Donc à Kétou, nous avons l'école de gestion et de production végétale semencière qui forme pour la gestion de la production des végétaux et des semences de ces végétaux. C'est-à-dire que tout ce qui est maïs. Il y a l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Donc l'horticulture, c'est cette science qui produit des fleurs, qui aménage des espaces. Bon, il y a l'école de foresterie qui forme pour l'aménagement et gestion des espèces forestières. Donc nous avons, ça c'est au niveau des espèces végétales. Si nous prenons les espèces animales, il y a une école qui forme pour la gestion et l'exploitation des systèmes d'élevage.
Donc, entendez par là la production et santé animale. Il y a une école d'aquaculture. Donc, l'aquaculture étant la production de poissons, de crevettes et même de la spiruline, parce que tout ce qui se produit dans l'eau, sans le sol, est du domaine de l'aquaculture. Donc, il y a une école qui forme pour la transformation des produits agricoles. Des produits agricoles. Donc, tout ce que nous produisons, comment transformer les jus qui sortent, ainsi de suite. Il y a une école qui forme pour l'agroéquipement, c'est-à-dire pour la transformation, pour la production, il faut de l'équipement. Donc, entendez par là l'école de génie rural. Bon. Maintenant, il faut aussi s'intéresser au système, à la société, un certain nombre d'éléments. Donc, il y a une école qui forme pour la sociologie et la vulgarisation agricole. Donc, tout ce qui est politique, conseil et sociologie liée à la production agricole. Donc, c'est l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole qui s'occupe à cela. Il y a une dernière école pour niveau licence et master, c'est l'école d'agrobusiness et de politique agricole. Donc, tout ce qui est organisation de la société, les entreprises, et une dernière école qui est l'école doctorale, qui forme au niveau doctoral pour l'ensemble de ces 9 écoles. Donc, voilà les formations. Je devine, puisqu'on parle d'agriculture, puisqu'on parle du sol, que vous joignez la pratique à tout cela. Oui. C'est les débouchés généralement chez nous, où les titres, c'est technicien en production de. Donc, nous formons beaucoup plus les techniques de production, parce qu'à un moment donné, le Bénin a constaté qu'au niveau de la formation, il y a un hic qui ne permet pas à l'apprenant d'aller réellement pratiquer. Donc, c'est pourquoi donc nous formons pour les techniques de production suffisamment. Et c'est bienvenu d'ailleurs. Monsieur Okri, comment faire pour un jeune bachelier s'il est intéressé par votre école? Quelle est la procédure qu'il doit suivre? Très bien, merci Madame Mylène. Pour venir à l'Université nationale d'agriculture, il faut avoir un bac C. Un bac C? D, E, pas A. F, DEAT, DAT et le bac eau et assainissement. Les bacs littéraires ne sont pas admis à l'Université nationale d'agriculture. Mais là, vous avez parlé de sociologie ou... Oui, la sociologie, je voudrais rapidement revenir là-dessus. En fait, la sociologie dont il s'agit ici, c'est de la sociologie rurale, qui est en réalité une application des sciences sociales à la technique de production. Vous savez que l'agriculture est a priori sociale. Oui. On ne mange pas tout, l'alimentation non plus. Si je rentre dans votre culture, il y aura des choses que vous n'allez pas manger. C'est ceux-là qui s'occupent de cette différenciation pour permettre aux politiques agricoles d'être efficaces sur le terrain, conformes dans cette école. Donc, ils y viennent d'abord formés en tant qu'agronomes avant de se spécialiser en sociologie rurale. Donc, voilà. Les bacs C et D, et lorsque vous voulez, il y a 3 niveaux, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, licence, master, doctorat. Quand vous venez en licence, la sélection est effectuée par le ministère. Tous ceux qui ont ces bacs-là et qui ont une moyenne qu'ils pensent suffisante pour venir, ils peuvent déposer leur dossier. Je ne sais pas si le temps me permet d'expliquer comment les moyennes de bourse sont calculées. On peut y aller rapidement. Lorsque vous venez, les 3 matières fondamentales en agronomie, c'est mathématiques, PCT et SVT. Lorsque vous avez un bac D, vous multipliez votre note au bac de mathématiques par 5, votre note de PCT x 4, votre note de SVT, mathématiques x 4, PCT x 4, SVT x 5. Ça vous donne un coefficient au total 13. Vous divisez la note obtenue par 13 et vous voyez maintenant votre moyenne de classement pour les bourses. Vous pouvez réussir au bac avec 14 de moyenne. Et votre note de classement sera 12 parce que vous avez eu la chance de travailler en histoire géo, en anglais, en français. Tandis que quelqu'un d'autre qui a 13 de moyenne au bac peut avoir une note de classement 15. C'est sur cette note-là que de façon automatique, la machine calcule tous ceux qui ont déposé leur dossier. Et nous invite. Quand vous avez le bac C, c'est mathématiques 6, SVT c'est 2, PCT c'est 5, ça fait toujours diviser par 13 et vous avez votre note de classement.
Donc c'est le ministère qui nous recrute, les boursiers et les demi-boursiers. Les boursiers, c'est ceux qui reçoivent une allocation mensuelle de l'État et ne payent rien pour leur formation. Les demi-boursiers ont une allocation annuelle, payent une partie de leur scolarité, et les entièrement payants payent la totalité de leur formation. C'est le ministère qui a recruté jusque-là. On ne sait pas encore ce qui va se passer cette année. On espère bien que les entièrement payants seront recrutés par les universités. Ça, c'est entre parenthèses. Donc voilà un peu, dès que vous arrivez à calculer, à apprécier vos chances, vous pouvez déposer vos dossiers directement à la direction générale de l'enseignement secondaire, de l'enseignement supérieur. À partir de la semaine prochaine, les fiches d'inscription seront disponibles. Pour ceux qui veulent changer, après nous avoir écoutés, ils peuvent retirer les fiches, ils remplissent, ils déposent au niveau de la direction générale de l'enseignement supérieur et la commission nationale de sélection de bourse va probablement siéger dans les semaines à venir pour pouvoir faire les sélections. Lorsque vous voulez venir en master, là, vous déposez directement un dossier à l'université. Pareil pour le doctorat. C'est seulement pour la licence que le gouvernement offre des bourses. Pour le doctorat, le gouvernement offre également des bourses aux jeunes plus méritants de moins de 29 ans ou moins de 27 ans. Je n'ai pas la précision, mais il y a il y a 2 générations de boursiers pour le doctorat au niveau de l'université. Donc voilà. Merci à vous. Vous avez un mot de fin, Oui, Monsieur Mocha? J'aimerais rapidement dire que nos campus sont situés à Porte-Novo, à Sakété, à Djong et à Kétou. Donc, selon les écoles, voilà à peu près la situation. Je vous remercie. Mot de fin, je voudrais dire qu'actuellement, l'UNA organise une foire aux formations agronomiques universitaires sur tous ses campus. Le campus le plus proche de Cotonou, c'est Porto-Novo. Toutes les écoles sont représentées avec des expositions de leurs produits. Les parents d'étudiants, les étudiants nouveaux bacheliers comme les bacheliers de l'année dernière sont tous invités. Nous sommes sur de la place du cinquantenaire vers Agatha, le grand boulevard, vous nous trouvez à droite, 500 mètres après les rails. Toute la population est invitée à s'informer. Bien choisir sa formation, c'est réussir. C'est très important d'ailleurs. Merci à vous. Et merci à vous pour l'attention. On se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà le week-end. Prenez vraiment soin de vous. N'oubliez pas les gestes barrières. Ciao, ciao.